Bienvenue pour cette première vidéo. Nous allons donc voir ensemble comment on va pouvoir changer de paradigme à travers l'éthique des relations humaines. Donc il faut vous apprêter à vivre une vraie révolution intérieure si vous suivez donc ces vidéos et vous appliquez surtout ce que il vous sera expliqué dans ces vidéos. Une vraie révolution intérieure, je disais, où on change de paradigme, on se libère des conditionnements, on se libère de la dépendance des stimuli extérieurs pour pouvoir accéder à une liberté par rapport à nos conditionnements culturels et donc, comme je disais, par rapport à nos dépendances. Alors, que s'est-il passé dans notre histoire? L'histoire de tout le monde, chaque individu est passé à travers donc des étapes qui vont de la conception, de sa conception au niveau de la rencontre des gamètes, en fait, entre le papa et la maman. Et à partir de là, commence l'aventure. C'est-à-dire que nos chromosomes, déjà, contiennent des informations qui vont ensuite donner la particularité de ce physique qui va nous permettre de vivre notre expérience humaine. Et durant la gestation, donc, vont se développer nos organes et tout ce qui va être nécessaire justement à notre vie, une fois que, évidemment, nous ne serons plus en symbiose avec la mère. Alors, durant les 9 mois de gestation, si la gestation, évidemment, se passe bien, tous nos paramètres physiologiques sont au vert, c'est-à-dire que pour permettre le développement du fœtus, eh bien, le sang de la mère va donner tout ce qui est nécessaire, c'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir de variation entre, par exemple, le taux de sucre, le taux de tout ce qui est les ions qui se promènent dans le sang, tout ce qui est protéines, glucides, etc. Donc on va avoir une constante qui va permettre un équilibre intérieur, je dirais pratiquement total. Donc une absence de variation. Cette absence de variation pose donc le fœtus en formation dans un état normal donc d'équilibre et une absence de souffrance. C'est un aspect important parce que durant la gestation, c'est comme si le fœtus vit un état, je dirais entre guillemets, paradisiaque. C'est un petit peu notre paradis perdu, dans lequel je n'ai besoin de rien faire pour me sentir bien. C'est-à-dire que je suis là, je vis, et je n'ai besoin de rien. C'est-à-dire que je vis une plénitude d'existence. Donc, on pourrait dire absence de besoins, où tous les besoins sont absolument couverts par cet apport symbiotique, cet apport de fusion totale avec la mère. Et ce n'est qu'au moment de la naissance que les choses vont un petit peu se compliquer, c'est-à-dire que au moment de la naissance, la première chose que va devoir faire un nouveau-né, c'est respirer. Donc avec l'ouverture des poumons, une espèce de déchirure intérieure qui, au dire de certains, représente vraiment la douleur la plus forte qu'un être humain puisse supporter, c'est-à-dire cette douleur, cette ouverture des poumons, cette brûlure que va procurer cette ouverture des poumons. Avec ce choc, le cœur va se fermer, c'est-à-dire que le cœur, vous savez, au niveau du fœtus, il y a une communication entre le cœur droit et le cœur gauche. Eh bien, au moment de la naissance, cette communication est fermée et nous avons donc le cœur qui va être divisé avec la grande circulation, la petite circulation. Et à ce moment-là, il y a un cloisonnement qui se fait entre la partie droite et la partie gauche du cœur. Bien, donc au moment de la naissance apparaissent les premiers besoins, ce que en éthique des relations humaines nous avons défini comme les besoins primaires. Alors les besoins primaires, il y en a 5, on va se concentrer essentiellement sur 4, qui sont évidemment le besoin de respiration, le besoin de température, parce qu'un nouveau-né est pratiquement incapable de régler sa propre température, les besoins de nutriments, donc ce qui va être apporté par le lait maternel, en fait, et des besoins hydriques. C'est-à-dire que le bébé il a soif, et c'est à travers le lait maternel qu'il va recevoir donc aussi de l'eau, et donc ce qui va lui permettre de rétablir son équilibre intérieur.
Donc nous avons ces 4 besoins primaires qui vont se détacher, et un 5e qui est évidemment le besoin de dormir, hein, puisque notre cerveau a besoin de... Notre corps et notre cerveau ont besoin de dormir pour se régénérer, en fait. Et voilà donc ces 5 besoins. Alors, que se passe-t-il au niveau de ces besoins? Eh bien, c'est très simple. Ces besoins vont agir au niveau du système nerveux central et vont activer les centres du plaisir. C'est-à-dire que lorsque le nouveau-né va avoir ses besoins qui vont être satisfaits, c'est-à-dire qu'il n'a pas trop chaud, il n'a pas trop froid, qu'il arrive à respirer normalement, qu'il n'a pas faim, c'est-à-dire que le lait maternel lui arrive lorsqu'il est nécessaire. Et donc, dans ces phases-là, ces besoins sont absolument comblés, satisfaits par cette interaction avec la mère ou avec, évidemment, la personne qui n'y a pas le lait de la mère, il va y avoir un lait de substitution, mais le résultat est le même, c'est-à-dire que les besoins vont être absolument satisfaits. Et donc le nouveau-né va passer à travers 2 phases essentiellement. C'est-à-dire que lorsque ses besoins sont couverts, il va sentir retrouver en fait au fond de lui-même cette plénitude qu'il avait durant la gestation. Et si vous observez un nouveau-né lorsqu'il a pris sa tétée et qu'il a fait son rot, puisqu'il n'a plus de tension au niveau donc, de l'estomac et que tout va bien, il semble béat, c'est-à-dire qu'on voit ses traits se détendre, il sourit même, et il est bien. Lorsque, 2 heures après avoir pris la tétée, il commence à avoir faim, c'est-à-dire que ses paramètres physiologiques vont être altérés, petit à petit, et il commence à se manifester. Il commence à s'agiter, et puis après, ça va commencer par les pleurs, etc. Donc il se manifeste au niveau donc de ce mal-être qu'il est en train de ressentir. Il va manifester ce mal-être à l'extérieur, et là, la maman ou la personne qui est chargée donc de lui donner ce soin, donc comme dit soin maternel, va apporter des nutriments, soit de l'eau, soit justement du lait, etc., pour pouvoir combler ses besoins physiologiques. Donc vous avez, durant ces 2 heures, un pic où, par exemple, le sucre va arriver en grande quantité, puis petit à petit, le taux de sucre dans le sang va s'abaisser, et donc, petit à petit, les signaux intérieurs vont commencer à s'activer. C'est comme si le corps disait au mental de ce bébé, attention, il nous faut du sucre. Voilà, il nous faut du sucre, attention, on est au rouge, maintenant il nous faut vraiment du sucre. Pourquoi? Parce que vont se détacher, si vous voulez, dans la psyché de ce nouveau-né, vont se détacher des angoisses qu'on appelle des angoisses de mort, qui sont provoquées justement par la frustration des besoins primaires. Et donc à ce moment-là, le nouveau-né va passer d'une phase de satisfaction de ses besoins à une phase de frustration de ses besoins. Et donc il oscille constamment entre ces 2 phases, en fait, et sa psyché se construit par rapport à ces 2 phases. C'est-à-dire que tout notre système de pensée va reposer sur ces 2 piliers, la satisfaction des besoins et la frustration des besoins. Donc, évidemment, la satisfaction des besoins va faire que je me sens bien, je retrouve ce paradis perdu, en quelque sorte, et la frustration m'apporte une souffrance, c'est-à-dire des angoisses que je n'arrive pas à déterminer, c'est-à-dire que au début, je me sens pas bien, mais je ne sais pas que c'est parce que j'ai faim. Tout ça, ça va être codifié, évidemment, plus tard. Et donc, la chose importante, c'est avoir conscience que notre psyché s'est construite sur cette bipolarité, en fait, entre la satisfaction et la frustration. Alors, que va-t-il se passer durant ces phases, sur un plan psychique? L'enfant, pendant au moins 9 mois, n'est pas conscient d'être quelque chose de détaché de la maman. C'est-à-dire il a passé 9 mois dans le ventre de la maman, il va sortir de ces 9 mois, et il entre dans une autre dimension, mais il aura du mal à prendre conscience tout de suite que c'est une autre dimension. Donc on parle de symbiose psychique durant ensuite les 8-9 mois qui vont suivre la naissance. Que va-t-il se passer durant ces 9 mois?
Eh bien, étant donné que le cerveau n'est pas bien formé, puisqu'il va falloir près de 20 ans pour former pour que le cerveau arrive, si vous voulez, à maturité, que va-t-il se passer? Eh bien, durant ces premiers mois de vie, en dehors de la maman, le nouveau-né n'a pas conscience de la réalité extérieure. Il vit une espèce de rêve éveillé dans lequel il pense que tout ce qu'il y a autour de lui, dans son monde extérieur, c'est lui qui l'a créé. Donc on va parler de omnipotence. C'est comme si j'ai la possibilité à travers ma pensée de créer tout ce qui est autour de moi. C'est comme si j'étais Dieu sur terre, en fait, quelque part. C'est l'omnipotence qui se manifeste. Et donc, lorsque le bébé a faim, par exemple, il va penser au sein de sa mère, et comme par miracle, ce sein apparaît, et il va satisfaire son besoin, ce qui va lui donner cette sensation de puissance sur la réalité. La réalité dont il n'a pas conscience, puisque on est encore à confondre le rêve avec la réalité. Et puis, il y aura des moments où ce nouveau-né va penser au sein de sa maman, mais ce sein n'arrive pas. Et donc là, il va se confronter à l'opposé de ce sentiment d'omnipotence, c'est l'impuissance. Je suis là, j'attends, je pleure, je me manifeste, mais le sein n'arrive pas. Voilà, dans ces moments-là, se construit le sentiment d'impuissance. Et si on laisse ce sentiment d'impuissance se développer dans le temps, c'est-à-dire que il y a le besoin de manger, et l'extérieur ne répond pas tout de suite. Parce que la maman est occupée, parce que le biberon n'est pas encore chaud, parce que nous sommes dans un endroit où on ne peut pas faire chauffer le biberon, etc. Donc on dit, on va attendre 10 minutes. De toute façon, on va manger dans 10 minutes, on rentre à la maison et ça va se passer. Eh bien, l'enfant n'est pas conscient de ces 10 minutes. Pendant ces 10 minutes, il va vivre vraiment des angoisses de mort, dans lesquelles, si le lait n'arrive pas, il se sent vraiment mourir. Donc il va passer à travers là aussi deux phases qui sont la perception d'une pulsion de vie et le contraire, c'est la pulsion de mort. Alors retenez bien ça, c'est très important pour nous. Donc on a ces deux états, l'omnipotence primaire et ensuite l'impuissance. Donc le bébé va passer à travers différents états psychiques en fonction justement de la réponse de l'extérieur par rapport à ses besoins primaires. Lorsque il vit cette plénitude parce qu'il a pris sa tétée et que donc tous ses paramètres physiologiques sont au vert, que se passe-t-il? Il vit ce sentiment d'omnipotence. Je suis Dieu, j'avais faim, j'ai imaginé le sein, le nutriment est arrivé, tout va bien. Si par hasard, il imagine ce sein, il commence à avoir faim, il imagine le sein, et la mère, ou la personne qui est chargée de lui apporter le biberon, tarde. C'est-à-dire qu'elle va prendre du temps. Que se passe-t-il? Les paramètres physiologiques s'altèrent, et donc le sentiment de frustration augmente. Donc le sentiment de mal-être et les angoisses de mort augmentent. Donc le bébé se manifeste, il va structurer sa colère, c'est-à-dire qu'il va extérioriser sa pulsion de mort à travers sa colère, donc il commence à pleurer, et dans ce pleur, vous allez sentir de la colère, de la révolte. J'ai faim, il faut que quelqu'un me donne à manger. Je suis en train de mourir. Donc il y a une révolte. Et si on le laisse dans cette révolte et qu'il n'y a pas de réponse, il y aura vraiment cette prise de contact avec ce sentiment d'impuissance dont on parlait tout à l'heure. Ce sentiment d'impuissance, s'il est maintenu de cette façon, le bébé va descendre une marche en plus et va rentrer dans un sentiment de désespoir. Je me manifeste, je me sens impuissant, et je rentre dans un sentiment de désespoir. Le désespoir est encore une phase, j'allais dire, active. Il y a encore deux phases à franchir, c'est-à-dire lorsque le bébé va changer le pleur, vous allez sentir une maman qui va écouter son bébé, elle va sentir
les pleurs qui sont des pleurs de colère et des pleurs de désespoir. C'est autre chose. Et puis vous avez un moment de dépression lorsque ces pleurs de désespoir se calment. Et là, la maman dit « Oh, ben, il va mieux. Ouais, il est en train de s'endormir. » En fait, il est rentré dans une phase dépressive dans laquelle il commence à perdre le sens de lui-même. Et il y a une marche en plus, c'est lorsque le bébé vit cette phase dépressive, il y a une marche en plus, c'est une phase de désintégration psychique, dans laquelle, probablement dans cette phase de désintégration psychique, le bébé débranche. Il débranche tout, donc c'est comme s'il devenait insensible à sa douleur, à sa souffrance, et c'est comme s'il s'extériorisait de lui-même et du monde. C'est un vide sidéral, en fait, au niveau psychique. Eh bien, c'est le dernier endroit où nous avons envie d'aller. Et donc, durant ces premiers mois de vie, il est absolument essentiel que l'extérieur puisse apporter un soutien par rapport à ces phases que le nouveau-né va traverser. Et donc, très vite, à travers la relation, comprenez bien que si le nouveau-né est cloué dans une phase de désintégration psychique, eh bien, tout son développement successif va avoir comme point de référence ce niveau de désintégration. Si le bébé reste trop longtemps dans une phase de désespoir ou de dépression, eh bien, ça va colorer tout son système de pensée qui vient ensuite. Si vous avez le sentiment d'impuissance, eh bien vous aurez là aussi un problème par rapport au sentiment d'impuissance. Et si vous avez la stagnation au niveau d'une omnipotence, c'est-à-dire que je n'ai même pas besoin de demander le sein, il arrive avant même que je demande quoi que ce soit, eh bien à ce moment-là, je suis le roi, c'est moi qui commande, c'est moi qui gouverne mon monde. Et là, évidemment, on va avoir ce que nous appelons, nous, une fixation sur un plan narcissique. Bien, ce dont on a parlé aujourd'hui, c'est vraiment les besoins primaires. Alors les besoins primaires, il faut le voir vraiment comme les bases sur lesquelles notre psyché va se former. Donc ces bases sont des bases clivées, c'est-à-dire qu'il va y avoir une cassure dans le monde du nouveau-né, et ça, ce n'est pas un problème culturel, c'est le problème de tous les nouveau-nés, et nous avons, chacun d'entre nous a ce problème-là, c'est-à-dire que notre psyché s'est formé sur ces deux parties. La vie est belle, ou je vais mourir. La vie est belle d'un côté parce qu'il y a la satisfaction des besoins, de l'autre côté, je me sens mourir. Donc il y a cette pulsion de vie d'un côté et cette pulsion de mort de l'autre. Et alors bien sûr, toutes les stratégies qui vont venir ensuite dans le développement vont être orientées pour s'éloigner un maximum de la pulsion de mort, pour vivre un maximum cette sensation de bien-être, de la pulsion de vie en fait, qui va devoir nous animer et avec laquelle nous allons chercher en permanence d'être en contact. C'est durant ces mois-là que le processus de la colère va se structurer. La colère va apparaître lorsque le bébé perd le sentiment d'omnipotence. Donc, je me sens Dieu, je me manifeste et l'extérieur m'ignore. Eh bien, je vais activer la colère pour essayer de faire pression sur cet extérieur, pour reprendre en quelque sorte le pouvoir, pour regagner cette omnipotence que je viens de perdre. Pourquoi? Parce que l'extérieur, en fait, ne répond pas à mes besoins. Eh bien, notre colère va se structurer entre 0 et 9 mois. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, lorsque vous voyez une personne qui est en colère,
en fait, c'est un nouveau-né qui s'exprime. Une personne qui est en colère contre vous, elle touche des niveaux très profonds qui ont un signifiant, c'est une signification pour elle très profonde, tellement profonde, que si elle n'a pas ce qu'elle exige, dans l'instant où elle l'exige, elle va se sentir mourir. En fait, la colère lui sert pour rétablir un contact avec cette idée de pulsion de vie qui est au fond d'elle-même. Donc c'est sur cette base, en fait, que va se construire le processus de colère. Donc, je me mets en colère parce que j'ai le sentiment que si je ne le fais pas, je vais mourir sur un plan psychique. Et nous allons voir pourquoi, en fait, tous ces processus ensuite vont prendre le pouvoir sur la psyché de l'individu. Et il y a des gens qui ne peuvent pas ne pas se mettre en colère. Simplement parce que leur processus intérieur qui va s'activer sur un plan automatique vont s'activer autour de processus primaires très profonds. Donc ce sont des individus pulsionnels et ça nous allons voir évidemment de façon successive. Pour résumer ce que nous avons dit, nous avons passé 9 mois dans un paradis. Au moment de la naissance, eh bien, il y a l'apparition de besoins, donc avec la probabilité que ces besoins soient frustrés, et lorsqu'il y a frustration, il y a souffrance. Et cette souffrance va être d'autant plus importante que l'extérieur ne va pas répondre d'une façon adéquate à nos besoins. Et à partir de ce moment-là, notre psyché va osciller entre deux niveaux, la pulsion de vie, la pulsion de mort. Je me sens dans une plénitude, je retrouve ces sensations que j'avais dans le ventre de maman. Ou alors, au contraire, rien ne va plus, j'ai faim, j'ai soif, j'ai froid, je n'arrive pas à respirer, je vais mourir. Voilà un petit peu, si vous voulez, ce qu'il faut retenir de cette première approche. Donc, les besoins primaires sont ceux qui vont déterminer notre monde psychique, notre organisation psychique. Voilà. Je vous remercie. Donc, à une prochaine vidéo.